Une bonne, belle initiative, merci. Donc, comme le président vient de vous le dire, je ne suis pas un géologue, je suis un géographe. Et plutôt, je suis un géomorphologue, parce que dans la géographie, il y a la géographie humaine, économique, etc. Moi, je suis un géomorphologue, et je me suis aperçu euh, la semaine passée, lors d'une réunion avec des collègues, euh, des collègues de toutes les facultés, des professeurs retraités comme moi. Je leur parlais de cette conférence, je leur parlais aussi comment, de la géomorphologie, des géomorphocytes. Ils ne connaissaient aucun ce que c'était, ni la géomorphologie, ni les géomorphocytes. Beaucoup parmi vous savent ce que c'est, mais je vais quand même un peu donner des précisions à ce sujet-là. D'abord, le géologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le terrain, il va voir les affleurements, il regarde, il va voir les roches, et il voit leur couleur, leur nature, leur position, s'il n'y a pas de faille, etc. À la suite de ça, il essaie de reconstituer l'histoire de la Terre. C'est une chose importante. Et il fait aussi la cartographie, c'est ça qui est important, dans la cartographie. Et en Belgique, la Belgique était vraiment des- la Belgique était le pays qui était en avance sur beaucoup de pays, donc au 19e siècle. Je vais y revenir. Le, géo- le, le géomorphologue, lui, il fait l'inverse. Il va sur le terrain, il regarde le relief, et en fonction de ce qu'il observe, il va dire ce qu'il y a au-dessous. Donc c'est une façon diverse. Donc le géologue va étudier ce qu'il y a en dessous, il regarde, il va voir après si c'est bien correct. Moi, c'est l'inverse, je vais me promener sur le terrain et je regarde en fonction du relief. Par exemple, si je me trouve dans une région où je vois des vallées sèches, des dolines, etc., je peux dire, ben là, ou des paires de ruisseaux, des chantoirs, ben là, je vais dire, il y a du calcaire là-dessous. Ou bien si je vais dans la Semois, par exemple, quand on voit des méandres qui sont fort allongés comme ça, là, nous sommes sur des schistes parce qu'ils sont orientés perpendiculairement à la schistosité. Donc on a tout un tas de petits détails comme ça qui nous permettent de retrouver. Ou bien alors, une chose qui a souvent été parfois un peu ignorée par les géologues, quand vous voyez ici autour de Liège tous les replats que nous avons, à Coët, à la Citadelle, à Bressou, par exemple, le cimetière qui se trouve sur les hauteurs à Robermont, ce sont des surfaces planes, eh bien tout ça sont d'anciennes terrasses de la Meuse. La Meuse coulait là-bas. Comme si vous allez à Beaucel, cette plat aussi, eh bien là, la Meuse coulait là il y a 2 millions d'années. C'était le début du Quaternaire. Donc on a tout un tas. C'est une autre façon. Nous autres, on regarde le relief, et, mais on regarde surtout aussi parfois l'intervention de l'homme. Donc, mais la chose importante, c'est d'avoir, le géographe, une très bonne formation en géologie. Et ça, c'est important parce qu'il faut avoir une bonne formation en géologie. Et la géologie est une chose importante pour ici en Belgique. Vous avez, vous connaissez tous la statue qui se trouve devant l'entrée de l'université Place du Vintou. Ouais. Mais ça, c'est la statue d'André Dimon, qui est le géologue qui a vraiment contribué à la cartographie de la géologique de la Belgique. Au milieu du 19e siècle, c'est lui le premier à faire une cartographie au 180 millième de toute la Belgique. Donc c'est vraiment l'initiateur, un des initiateurs de. Mais il faut dire que son père était déjà ingénieur des mines et il y avait l'école des mines à l'université de Liège qui a attiré du monde entier pendant le 19e siècle et aussi le début du 20e. Donc l'école des mines était vraiment euh, avait une renommée mondiale. Et alors, ce André Dumont, euh, à la suite de cela, il est de même devenu recteur de l'université. C'est pour ça qu'il a sa statue juste en face. Et alors, ce qui est malheureusement, il est mort assez rapidement. Et son successeur, vous le connaissez peut-être moins, c'est Gustave de Walck. De Walck, c'est un géologue aussi, qui curieusement, enfin, une bonne chose, est né à Stavelot. Il y a d'ailleurs une rue qui porte son nom, qui se trouve entre l'abbaye et le pont sur l'Amblève.
Et Gustave de Wahl, lui, a créé, lui, il a d'abord été le successeur de, comment, d'André Dumont, et il a créé ici la cartographie géologique au 40 millième. Donc tout le territoire de la Belgique était cartographié à la fin du 19e siècle, peut-être été publié un peu après, donc avec la guerre. Tout était vraiment cartographié euh, par, grâce à Gustave de Wahl, qui était vraiment, d'autres naturellement. C'est lui qui a pris l'initiative de cette géologie. Donc voilà, mais il faut dire que les géologues étaient vraiment importants pour la géologie mondiale. C'est eux qui ont créé des noms aux étages comme Tournaisien, Viséen, etc., le Poudac de Malmedy, etc. Donc tout cela vient de ces géologues qui étaient vraiment des personnes dynamiques et tout ça. L'école de la géologie était vraiment capitale. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de géomorphologie. Par contre, dans les années 30, un élève assez brillant, il s'appelait Paul Marcard, qui a fait ses études à l'Athénée ici en face, de l'autre côté de la rue, poursuit ses études comme ingénieur des mines, puis devient ingénieur géologue. Et le professeur Fourmarier, géologue très connu, incontournable pour la première moitié du XXe siècle, l'engage comme chercheur, comme assistant. Et de suite, il l'envoie pour un an aux États-Unis, à New York, à la Columbia University, où là, il rencontre le professeur Johnson qui il découvre la géomorphologie. Et il est de suite attiré par ça. Et quand il revient de son année là-bas, il commence un doctorat sur la géomorphologie de l'Ardenne. Malheureusement, la guerre arrive. Comme il était ingénieur, il est devenu officier de réserve. Et puis il est prisonnier. Et pendant ces 4 années de prisonnier, les officiers avaient des possibilités un peu moins difficiles que les autres. Il a rédigé son précis de géomorphologie normale. Et quand il est revenu ici, c'était imprimé. Voilà, c'est devenu la Bible. C'est lui qui a introduit la géomorphologie en Belgique. Et c'était imprimé en 1946 par chez Vaillant Carman. Voilà. Là, c'est le début vraiment de la géomorphologie. Et je vais vous lire un peu ce que Fourmarier, le fameux Fourmarier, hein, voilà ce qui, au début de la préface, je ne vais pas vous lire toute la préface, mais je trouve que c'est un style un peu différent de ce qu'on fait maintenant. Tout homme doué de la faculté d'observation ne manque pas d'être frappé par les divers aspects du paysage qui l'environne. L'artiste éprouve des joies profondes dans la contemplation des lignes harmonieuses des formes naturelles qu'il s'efforce de rendre avec leurs couleurs changeantes de saison en saison. L'ingénieur s'y intéresse dans des buts plus pratiques, en vue des facilités d'exploitation des ressources naturelles ou pour créer de nouvelles voies d'accès. L'homme de guerre, lui aussi, y cherche des endroits favorables pour installer les moyens de destruction ou de défense. C'est-à-dire qu'on sortait de la guerre à ce moment-là. Le géographe se préoccupe avant tout de faire connaître et surtout d'expliquer les aspects multiples que revêt la surface de la Terre. C'est là le but essentiel de la géomorphologie. Voilà, ces belles paroles, je trouve. On pourrait vous lire un peu le reste. Voilà. Et voilà, donc, et c'est ainsi que la géomorphologie a été créée et elle a été développée en Belgique, mais partout en Europe. Je me rappelle avoir été en Roumanie, des professeurs anciens, venez de l'école de Macquart, c'est magnifique. Et les mêmes, certains de ses élèves ont été au Canada, beaucoup en Afrique, etc. Donc il a essaimé, donc voilà l'école de la géomorphologie, mais on ne parlait pas encore de géomorphosie. Voilà. Je vous montre ici déjà la première carte de ce tableau ici, qui était dressée justement par De Waal. Et vous pouvez voir, j'en parlerai un peu, qu'elle s'arrête ici, brusquement. Malmedy
Malmedy se trouve là, et voilà, c'est la frontière de la Prusse. Donc ça, c'était dressé à la fin du siècle passé. C'est quelque chose de magnifique, et vous pouvez voir le Poudac de Malmedy dont je vais parler tantôt. Voilà. Et cette séparation-là, je vais vous en parler un peu après. Mais alors vient le terme de géomorphocyte. C'est en 2001 que le professeur Panizza de l'Université de Modène, qui venait d'être élu président de l'Association internationale des géomorphologues, a présenté ça au congrès de Tokyo, auquel j'assistais. Voilà, les géomorphocytes sont des formes du relief ayant acquis une valeur scientifique, culturelle, historique, esthétique ou socio-économique en raison de leur perception ou de leur exploitation par l'homme. Et je crois que c'est ça qui est important. À la place d'avoir une vue qui était verticale, comme beaucoup de sciences, ici, pour la première fois, on avait une vue pour les géomorphologues qui était transversale. Vous pouvez travailler avec des historiens, des archéologues, d'autres, etc., des agronomes, euh, pour la protection également. Donc, c'est ça qui était important, et surtout l'exploitation par l'homme. Et on verra aussi l'apport de l'homme dans ces dans le paysage, dans les géomorphocytes. Voilà ici, donc on peut considérer naturellement que les géomorphocytes constituent un sous-groupe des géocytes, mais ça c'est une autre façon. Voilà ici, je voulais commencer par ce préambule pour voir dans quel... Euh, voilà, donc ici, j'arrive maintenant sur le sujet de la conférence, sur l'abbaye de Stavelot. Voici sur cette gravure, là vous voyez l'emblème, vous voyez l'emblème ici au bas, et en face, les étangs, vous avez la, bon, les bâtiments de l'abbaye, puis derrière l'abbatiale, qui domine vraiment le paysage, et la ville de Stavelot, la ville historique, on croirait que l'abbaye est beaucoup plus grande finalement que la ville elle-même. Donc c'est une chose d'important. Et voici la vue actuelle. Et je reviendrai sur ces deux photos par après. Maintenant, je vais revenir sur ce que notre président a déjà dit tantôt, comment est né. Donc, c'est en 648 que Sigebert III, fils et successeur du bon roi d'Agobert, que vous connaissez tous, notifie par diplôme royal la fondation des abbayes de Stavelot et Malmedy. Voilà, je vais vous donner la traduction de texte. Il faut que je vois clair. Voilà. Sigebert, merci. Sigebert, roi des Francs, sous l'impulsion de notre cœur, nous voulons veiller avec l'aide du Seigneur aux intérêts des serviteurs de Dieu dans notre forêt d'Ardennes, en des lieux où règne une vaste solitude, où pullulent les bêtes féroces, et afin d'obtenir abondance de récompenses éternelles par les mérites de ceux qui en ces lieux vont se mettre sous la protection des saints, nous leur avons accordé d'y fonder les monastères appelés Malmundario et Stabelaco avec l'aide du Christ. Le chef sera le véritable abbé Remacle. C'est ainsi que Sigebert donne au roi, à l'abbé Remacle, un territoire non pas sur Stavelot et Malmedy, mais un territoire assez vaste tout autour, qui va s'étaler sur plusieurs kilomètres, une vingtaine de kilomètres, trentaine de kilomètres même, autour de Stavelot. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à noter. Alors pourquoi solitude? Est-ce qu'il y avait encore des habitants là-bas? On n'envoyait pas Saint-Remacle pour évangéliser les bêtes féroces, mais il y avait certainement des personnes sur place, une population. On a plusieurs indices qu'il y avait déjà une certaine population là-bas qui existait auparavant. Mais alors pourquoi deux abbayes proches l'une de l'autre? 10 kilomètres entre Stavelot et Malmedy. Tout simplement, vous avez vu déjà la carte géologique tantôt, Malmedy dépendait déjà à l'époque de l'évêché de Cologne, tandis que Stavelot dépendait de l'évêché de Maastricht qui est devenu Liège par après. Donc voilà, et comme le Sigebert voulait avoir un œil sur les deux évêchés, donc c'est une vision politique, donc voilà, c'est pour ça qu'il il y avait deux abbayes qui étaient proches, avec un seul abbé. Donc,
Donc cette principauté a vécu longtemps, donc je ne vais pas. Maintenant revenons, pourquoi alors Stavelot, d'autant plus qu'il y avait des vallées dans l'Ardenne, le climat était mauvais, c'est la plus haute partie de l'Ardenne avec des climats rigoureux, avec des vallées très étroites où on ne sait pas construire rien du tout, des vallées où il y a peu de plaines alluviales, etc. Mais voilà, il y a peut-être un accident géologique qui va expliquer tout ça. D'abord, parlons de la géologie. Voici une carte géologique de la Belgique. Vous pouvez voir qu'au nord, la Flandre, etc., essentiellement des terres meubles avec du sable et des argiles. Mais par là, vous avez ici le Condron avec du calcaire, etc. Mais alors, toute cette partie brune foncée, c'est l'Ardenne. L'Ardenne, où on ne retrouve pas de calcaire du tout. On retrouve que des roches acides. Mais au nord de l'Ardenne, dans l'Ardenne septentrionale, vous avez ce massif bleu là-bas. Voilà. Voilà. Merci. Vous avez ce massif-là, c'était dénommé par les géologues le massif de Stavelot. Tout simplement parce que là, vous avez les roches les plus anciennes du début du primaire, les roches du Cambrien, du Rovinien, etc. On va dire c'est le début du primaire, peut-être 500 millions d'années. Mais ces roches qui se trouvent là-bas ont subi des pressions, ont subi des mouvements, etc. sur 500 millions d'années. Donc, elles ont subi une pression. Les roches que vous trouvez là-bas ont été recuites, entre guillemets. Elles ont été métamorphisées. On parle de roches métamorphiques. Très dures, qui sont pratiquement impossibles à tailler pour construire des maisons, etc. Voilà, donc, vous avez, et voilà. Mais vous pouvez voir au milieu, là-bas, une petite languette orange. Voilà ici le massif de Stavelot, qui déborde aussi en Allemagne presque jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et voici une carte récente que Marc Salmon, ici présent du service du service géologique de Wallonie, m'a bien gentiment fourni. Cette carte récente vous montre le massif de Stavelot avec ces roches grises là-bas. Ces grises ou un peu bleutées ici. Ce sont les roches les plus anciennes qui ont subi ce métamorphisme très doux. Mais au milieu, vous pouvez voir aussi donc toute une série de failles là-bas que vous pouvez voir. Ce qui s'est passé là-bas depuis 500 millions d'années, il y a eu un soulèvement, il y a une création de montagnes, c'est le plissement hercynien. Donc vous aviez des montagnes jeunes, un peu comme dans les Alpes auparavant, et tous ces mouvements tectoniques, etc., se sont terminés à la fin de l'ère primaire. Mais à la fin de l'ère primaire, il y avait toujours des mouvements tectoniques qui sont, et vous pouvez voir ces failles-là, les failles, ce sont les lignes noires que vous avez, et vous avez là un fossé d'effondrement. Il y a des failles qui soulèvent, il y a des failles qui abaissent. Et là, vous avez deux failles parallèles, voilà, c'est celle-ci, et vous avez là une dépression unique en Belgique, on appelle ça un Graben, c'est le terme allemand, le terme généralement utilisé par les géologues. Donc c'est un fossé d'effondrement tectonique. C'est unique en Belgique, c'est ça qui est assez intéressant, et qui était comblé par après. Mais je vais d'abord parler ici des roches qui se trouvent là-bas. Pas besoin, si vous voulez voir les quartzites, les phyllades, les quartzophyllades, etc., d'aller gratter dans les affleurements. Allez simplement sur la place de Stavelot. Cette place de Stavelot, vous voyez, elle est en pente régulière, et vous pouvez voir autour de la fontaine centrale, elle n'est pas pavée comme partout avec des pavés normaux, elle est pavée avec des galets. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des pavés? Parce que les pavés étaient bien trop loin pour les transporter, etc. Comme à Liège ou à Bruxelles, vous avez des pavés de la même époque ici. On a fait un circuit court, comme on dit maintenant. On était prendre les galets dans l'Amblève, des galets résistants, ces roches très résistantes, et on les a assemblés. Et cette place-là est classée pour le moment, de même que la fontaine, comme toute la place d'ailleurs,
pour ces galets notamment. Et là, vous pouvez voir, vous avez un musée géologique à votre main, vous pouvez voir là, les roches blanches comme celle-ci, ce sont des quartz purs. Là, vous avez des veines de quartz dans certains quartzites, vous avez des roches qui sont plus jaunes, plus bleues, plus rouges, en fonction de leur composition, mais toutes des roches très dures, très très dures. Voilà ici la composition des roches qui entourent Stavelot. Mais alors, comme je vous l'ai dit, il y a le Graben, le fossé de Stavelot-Malmedy. Donc il y a, je vais retourner en... c'est une dépression de 22 km de long, sur 2 km 600 de large, surtout à Malmedy, et qui a été comblé à la fin de l'ère primaire. Quand il n'y avait plus ces mouvements tectoniques, il y a eu un cours d'eau qui est arrivé jusque-là. Donc déjà, la situation est unique au point de vue Graben, mais il était rempli par des galets, par un cours d'eau. On a donc un conglomérat fluviatile. Alors qu'en géologie, on trouve des conglomérats marins, côtiers, etc. C'est le seul conglomérat fluviatile, donc continental, que l'on retrouve en Belgique, donc quelque chose d'unique, encore une fois. Et là-dedans, dans ces galets, on va retrouver des calcaires. Des galets calcaires. Alors, comment se fait-il que nous sommes au cœur de l'Ardenne, dans les parties les plus hautes de l'Ardenne, là, ici, on retrouve dans ce fossé d'effondrement des galets de calcaire. Calcaire qui viennent du Dévonien, donc il n'y a pas de Dévonien là tout près, même de... Alors, le seul affleurement qui peut expliquer cela, ce serait un cours d'eau qui viendrait de la région de Prüm, en Allemagne, à 50 km, environ 40-50 km, au sud-est de Stavelot. Donc, il y a on retrouve plus trace de ce, et c'était il y a 200 millions d'années, à la fin de l'ère primaire. Alors, ça va changer la donne. Avoir du calcaire au milieu de l'Ardenne, il va y avoir une faune particulière, une flore particulière. Il va y avoir, par exemple, le saut de Salomon qui va pousser là-bas. Je connais celui-là, mais il y en a plein d'autres. Les botanistes sont plus capables que moi que vous diront de quoi il s'agit. Donc, vous allez avoir vraiment quelque chose de tout à fait neuf. Et le ciment, vous voyez, ici, par exemple, tout ce qui est blanc là-bas, voilà, voilà, là, ce sont des, comme ici aussi, voilà, ce sont des galets calcaires, avec des galets, d'autres galets qui sont ardennais, proprement dit. Et vous pouvez voir que le classement est plutôt chaotique. Dans une rivière normale, le classement, on voit c'est bien classé en fonction du courant, tandis qu'ici, on voit que c'est quelque chose d'un écoulement en vrac. Vous voyez aussi que la couleur est rouge. Enfin, ici, les photos sont un peu déformées, la couleur est rouge. Or, un poudre avec une couleur rouge ainsi, ça témoigne d'un climat très chaud. Il se fait qu'au Permien, on était ici dans un climat semi-désertique. Et quand vous allez en Afrique, dans ces régions-là, vous voyez que le sol est rouge, la latérite, etc. Et quand on voit des galets, même parfois qui peuvent avoir 30 cm de calcaire qui viennent de loin, comme ça, qui ne sont toujours en place dans ce matériel, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a eu ce qu'on va dire une flash flood, des inondations éclairs. Comme celle de Valence maintenant, vous avez une inondation, une bombardière, quoi que l'on dit en Italie, qui arrive comme ça, qui emporte tout sur son passage, qui ne classe rien du tout, qui emporte tout, et c'est ça, ce type de conglomérat un peu mélangé un peu avec toute une série de roches différentes. Autre chose aussi, en Belgique actuellement, si vous allez à 5 km à l'aval d'un affleurement de calcaire dans une rivière, il n'y a plus aucun galet calcaire, ils sont dissous. Tandis que là, dans ce climat semi-désertique, ils ont été conservés. Donc, toutes les conditions, donc vous avez donc voilà, ici nous avons quelque chose de tout à fait original ici en Belgique. Mais autre chose au point de vue morphologique, maintenant, ces roches-là n'ont pas subi le métamorphisme des anciennes roches. Elles ont été bien cimentées, mais elles sont
c'est un ciment léger qui s'altère assez rapidement. Elles sont beaucoup plus friables et on peut retrouver sur le Poudègue de Malmedy des pentes douces. Mais aussi, la présence de calcaire fait que cette région-là va se comporter comme vraiment comme un calcaire. On va retrouver des grottes. C'est ainsi que j'ai retrouvé à Basbo 2, à l'entrée de Basbo 2, c'est le dernier lambeau du Poudègue de Malmedy, et on retrouve ici, pas loin de la route, deux belles petites grottes comme ça, qui ne sont pas très grandes, mais enfin voilà. Les géologues n'avaient jamais noté cela, alors qu'ils notaient qu'il y avait du Poudègue. C'est ça la différence. Et j'ai retrouvé aussi à Malmedy des grottes, un gouffre qui a 70 mètres de profondeur, un gouffre immense, à côté de c'est à Béversé, à côté de la tour d'équilibre. Et un de mes anciens élèves, Pascal Schmitz, qui travaille à la Contre-Rivière de l'Amblève, lors de son travail de fin d'études, a retrouvé d'autres grottes aussi de l'autre côté, derrière la papeterie Steinbach et Malmedy. Donc il y a vraiment, le Poudègue de Malmedy va se comporter géomorphologiquement comme un vrai calcaire. Et c'est ça la nouvelle. J'ai trouvé donc en Belgique, au grand étonnement de mon collègue Camillet, grand spécialiste, donc euh, j'ai retrouvé une nouvelle région karstique, et tout simplement parce que le calcaire est surtout développé sur Malmedy, et que Malmedy n'avait jamais été cartographié au point de vue géologique. La Belgique, je vous ai dit, était en avance sur beaucoup de pays pour la cartographie géologique. Eh bien, Malmedy n'a été cartographié, c'est vrai qu'il a changé de régime, que dans les années 60 par Kens, un professeur de Leuven. Là, donc, mais on n'avait jamais, il a vu le calcaire, mais il n'a pas vu les phénomènes géomorphologiques. Voilà. Voilà ici, toujours pour vous montrer au point de vue, c'est un modèle numérique de terrain. Donc, on va du bleu. Vous pouvez voir ici, là, vous pouvez voir ici. Ici, vous avez la Warche, vallée très étroite, vraiment très étroite. Et dès qu'elle arrive dans le Poudègue, la vallée s'élargit parce que les roches sont plus tendres. À Malmedy, là, vous avez vraiment ici la base du Poudègue qui était plus facilement érodable. Là, vous avez le calcaire, l'assise. Il y a trois assises dans le Poudègue. La plus importante, c'est le calcaire. Il y a à peu près 200 mètres de puissance pour le Poudègue de Malmedy, ça vous donne une idée. Et vous pouvez voir, après la Warche tourne brusquement, ça c'est un autre problème. Mais en face, ici, vous avez une dépression très très longue, comme ça, mais surtout, quand elle est large d'environ 1 kilomètre, il n'y a qu'un tout petit ruisseau, pas plus large que ceci, même plus bas. C'est tout. Retourne en arrière. Ici. Ah, non, excusez-moi, merci. Et alors, Renier qui a étudié ça en 1902, en voyant cette large dépression d'1 kilomètre de large, il se disait qu'il y a une disproportion entre l'œuvre et l'outil, tellement que c'est un pipi de chat qui passait par là pour une grande dépression, mais tout simplement parce que nous sommes dans le Poudègue qui était fortement érodable. Par contre, l'eau rouge qui est ici, qui est un petit torrent là-bas, regardez l'étroitesse de la vallée, parce que là, nous sommes déjà dans des roches anciennes, des roches du Rovinien, du Cambrien, très dures. Et voilà, ça continue ainsi. Et Stavelot se trouve ainsi dans une auge, dans une dépression qui était comblée par le Poudègue de Malmedy. Et voilà ici une autre carte qui vous montre l'énergie du relief. Alors que Stavelot se trouve vers 270 mètres, les sommets juste à côté, à quoi, se trouvent à 520 mètres. On se trouve vraiment une forte énergie du relief dans des vallées, mais ici à Stavelot, vous pouvez voir qu'il y a une certaine, que c'est assez là. Je vais ici faire une coupe ici, et puis une coupe à hauteur de Stavelot. Qu'est-ce qui se passe encore?
Là. Vous voulez la suivante? La suivante, oui. Voilà. C'est ici de plus. Le plus simple, la suivante, la précédente. Ça va, ça va. Et voilà ici la coupe qui se trouve à 1 kilomètre à l'aval de Stavelot, uniquement dans les roches cambriennes. Et vous pouvez voir ici des vallées fort étroites. Ces vallées fort étroites, mais il n'y a même pas à peine place pour une plaine alluviale. Et on passe, comme vous pouvez voir, de 240 mètres à 500 mètres très rapidement. Donc voilà les vallées typiques de l'Ardenne que l'on trouve partout. Mais si on monte un peu plus loin, si on remonte un peu à l'amont, à hauteur de Stavelot, à hauteur de l'abbaye, j'ai fait cette coupe-là, vous avez ici une dépression beaucoup plus large. Tout simplement parce que ici, qu'est-ce que vous avez? C'est une des failles au sud, et là, la faille qui se trouve au nord. Et le pointillé que vous avez là, c'est le remplissage du Poudac de Malmedy. Il devait être beaucoup plus haut, il devait atteindre au moins ce niveau-là, mais tout a été érodé parce que c'est une roche plus tendre. Et on voit des pentes beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10%, tandis que là, vous avez des pentes de l'ordre de 25-30% sur les versants. Ceci, c'est simplement une faille du Graben, et là, la haute levée, c'est la faille qui se trouve au nord. Vous avez ici les deux bordures du Graben avec le remplissage ici. Vous connaissez tous, pas tous, certains, ceux qui suivent Liège-Bastogne-Liège, eh bien, les coureurs viennent de Wannes, ils grèvent cette côte-là, une des plus dures, comme la côte de la Redoute peut-être, ils arrivent jusqu'au-dessus, ici, là vous avez une statue d'Eddy Merckx, ils redescendent par une autre route, ils arrivent ici, ils traversent l'Amblève, ils longent d'abord l'abbaye qui se trouve ici un peu en contrebas sur une terrasse de la Meuse, de l'Amblève, ils passent devant ce qui reste de la tour, ils continuent à grimper, ils arrivent sur la place Saint-Remaconab. Et puis alors, ça continue à monter, et dès qu'on arrive en dehors du Poudingue, ça monte de plus en plus. On voit ainsi les deux grosses côtes deux des grosses côtes de Liège-Bastogne-Liège. Alors, maintenant, je vous ai parlé ici de la géologie et du site finalement de Stavelot, mais aussi le sol qui se développe. J'ai eu la chance à l'époque de rencontrer l'ingénieur agronome Pao qui dressait la carte pédologique. Qu'est-ce que la carte pédologique? C'est la carte des sols. Donc le ministère de l'Agriculture avait chargé toute une série d'ingénieurs agronomes de cartographier le sol. Donc comment font-ils? Avec une tarière, il faut un carottage de 1 mètre, 1 mètre 20, et ils analysent la nature du sol pour voir dans quelle mesure il est favorable à l'agriculture ou pas. Et c'est ainsi que euh, euh, il m'a montré que sur le Poudac de Malmedy, il y avait un sol particulier qu'il a cartographié. Donc non seulement la roche est différente, mais le sol développé sur le Poudac est tout à fait différent. Et voilà, voilà ce qui est mis dans, d'abord, voilà ce qu'il dit dans son, on appelle la guerre, dans son livret guide. Au début, il commence par une photo qui n'est pas très belle, mais enfin, c'est pas ça l'important. Il dit, vue d'ensemble de la ville, posée sur les rives de l'Amblève, dans un vaste cirque dont le fond était comblé par le Poudac de Malmedy. Déjà une notion un peu de géomorphologie. Voilà. Donc, mais alors, en ce qui concerne la pédologie, on peut voir les sols développés sur le Poudac de Malmedy sont de couleur rouge. On en a déjà parlé avant. Limono-caillouteux. Voilà. Limono, ça veut dire qu'il y a du limon. Le limon, ça, on retrouve partout dans le sud de la Belgique, notamment à Esbeil. Tu vas voir, c'est apporté par le vent lors des périodes où le vent apporté des poussières fines qui ont formé le limon et qui sont accumulées surtout à Esbeil, au Brabant et jusqu'en Hainaut. Par contre, au sud,
plus on allait vers le sud, moins l'épaisseur de limon était faible, mais on a partout en Ardennes, sur quelques centimètres ou décimètres, mais pas grand-chose. Il y a toujours du limon dans le sol. Bon, je continue. Limono-caillouteux, un drainage favorable, tout à fait différent de l'Ardenne, parce que le drainage sont des roches imperméables, drainage favorable, et dont la charge est composée de cailloux émoussés provenant de la désagrégation superficielle du poudre. C'est une forme de définition. Et ensuite, il continue. La qualité du drainage, la charge limoneuse et la présence de calcaire expliquent que ces sols étaient plus favorables à l'agriculture que les sols ardennais plus acides. Voilà, donc quelque chose d'important. Nous sommes là dans un milieu géologique particulier, mais aussi dans un sol particulier plus favorable à l'agriculture. Donc, ces sols rougeâtres dérivés du Permien constituent une ère intéressante sous l'angle agricole. Voilà ce que Pao disait en 1973 dans son livre ici. Et voilà sur ce territoire que je viens de vous montrer, j'ai été, je vais voir un peu, donc dans cette région-ci, dans la vallée du Rustave dont je viens de parler, à quoi, 2 kilomètres de Stavelot, hein, sur un versant, dans tout ce versant-là, le versant exposé au sud, donc bon ensoleillement, microclimat favorable, comme Stavelot d'ailleurs qui se trouve dans la même situation, le versant sud, sur des pentes relativement faibles, pas très élevées. Et là, nous trouvons dans la vallée du Rustave. Voilà. Et dans cet endroit-là, j'ai été étonné de voir que le versant n'était pas continu et qu'il était traversé par des ressauts réguliers. Ces petits ressauts-là, oui, qui sont espacés d'environ 27, 28 mètres chaque fois, à peu près, plus ou moins, là, ici, eh bien, ce sont des petits talus, mais qui sont d'origine anthropique et qui sont barrés à la fin par une petite crête qui forme ceci, légère comme ça, qui peut ôter, ce qui monte jusqu'à peu près 1 mètre et qui s'étale sur 5-6 mètres de part et d'autre. Eh bien, on appelle ça, ces crêtes-là, les Ackerberg ou crêtes de labour, crêtes de champ, enfin, de bout de champ, voilà. Donc, vous pouvez les voir ici, de façon régulière. Et par contre, ça, on appelle ça, les géographes français ont appelé ça des rideaux. Et c'est typique des champs labourés, donc des champs de culture. Aujourd'hui, on ne retrouve plus des cultures ici à Stavelot. On prend le blé à Lieur, il vient de Hesbeil ou bien il vient d'Ukraine peut-être, mais donc il peut venir de n'importe où. Tandis qu'à ce moment-là, on cultivait du blé et on pouvait. Et alors, comment ces rideaux-là se sont-ils formés? Vous imaginez que le paysan arrive avec sa charrue et il est au-dessus, il commence par le dessus, et il verse, chaque fois que la charrue arrive, il verse chaque fois vers le bas, la terre tourne vers le bas. Arrivé, comme la charge était caillouteuse, quand il trouve un caillou, eh bien, il le reprend dans sa poche et arrivé au bout du champ, il rejette. Et petit à petit se crée au bout du champ cette crête-là qui apparaît très très bien ici. Alors, vous pouvez voir ici cette partie vraiment régulière, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, vous pouvez voir aussi que ça s'érode sur le dessus et ça s'accumule sur le bas. Donc, la pente du champ va être moins forte que la pente initiale. Mais c'est en petit gradin, si vous voulez. Mais j'ai pu obtenir là-bas le plan cadastral de 1820, toujours sur l'occupation hollandaise, qui correspond pratiquement, quand je vois les limites, c'est vraiment la même chose que le plan cadastral. Donc ça veut dire que ces champs-là existaient depuis de nombreux siècles. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, cela. Et que ces parcelles-là bien distantes et tout ça, bien régulières, c'est là un ancien champ et un historien, William Legrand, à qui je parlais, vraiment le premier historien de Stavelot, il me disait qu'ils étaient distants de 27-28 mètres chaque fois, il me disait,
Ah, mais c'est incroyable. Ça fait 100 pieds de Saint-Remac. L'unité là-bas de mesure, les autres, c'est les centimètres, décimètres, tout ça. Avant, à ce tableau, c'était le pied de Saint-Remac qui valait 28 centimètres. Une chose curieuse, c'est, voilà, pour une chose qu'on apprend aussi d'une façon. Mais alors là, je vais vous montrer maintenant une image de ce site grâce à Marc Salmon qui me l'a envoyé récemment, donc du service. Ce territoire-là que j'ai cartographié, c'était pas évident de cartographier tout ça, de mesurer, et de retomber pile sur le plan cadastral. Voilà. Ce que vous voyez ici à votre droite, eh bien là, c'est une vue LIDAR. LIDAR, c'est une toute nouvelle technique que je ne connaissais pas, je n'ai jamais travaillé avec. C'est tout à fait récent. C'est une sorte de radar qui traverse la végétation et qui peut reconstituer le relief. En effet, un avion, ou même des drones, mais un avion survole et prend, ici celui-ci, pour prendre cette image-là, il prend 6 mesures par mètre carré. Et au départ des mesures d'altitude qu'il fait, il peut recréer un modèle numérique de terrain et remontrer une image du relief. C'est ce que vous avez ici. Alors, quand j'ai vu mon dessin que j'ai fait à la sueur de mon front quand j'étais étudiant pour mon mémoire de licence, là, vous voyez ici, c'est ceci. Et quand je vois ça qui a été fait grâce à la nouvelle technologie, j'ai eu un coup de bonheur. J'étais étonné de voir. Et en plus, regardez très bien toutes là, les lignes. Vous avez en rouge les limites cadastrales actuelles, actuellement il y a des changements, et on voit vraiment très bien les rideaux, on voit très bien les limites parcellaires, on voit, autrement, on voit que des parcelles ont été réunies. Autre chose que j'ai découvert, alors là, ici, vous voyez que là, il y avait un chemin, je n'ai pas été au-delà sans doute pour mon étude, qui permettait à l'époque d'accéder au champ. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un chemin creux. Donc, ça voulait dire qu'il y avait du passage là-bas. Les chemins creux, beaucoup de chemins creux sont aussi classés ici en Wallonie. Hein, c'est une montre donc d'anciennes pratiques et ça permettait d'accéder au champ. Voilà ici une image qui est remarquable, je trouve. Et je trouve que ce site, voilà un géomorphosite qui témoigne non pas de la géologie, mais d'une ancienne pratique culturelle, une ancienne économie. Donc là, ils cultivaient du grès pour l'abbaye et les stavelotins. Voilà, une, une nouvelle découverte dont vous avez ici la primeur. Mais les archéologues ont aussi beaucoup travaillé aussi. Ils ont travaillé pendant de nombreuses années là-bas. Notamment, ils ont fait des fouilles, notamment dans l'abbaye. Et vous pouvez voir ici, dans cette coupe qui se trouve dans le cloître de l'abbaye, on voit ici des dépôts. Nous sommes à 10 mètres au-dessus de l'emblème et vous pouvez voir que ce sont des dépôts fluviatiles. Donc là, nous sommes sur une ancienne plaine alluviale, 10 mètres plus haut que l'emblème actuel, avec une terrasse beaucoup plus ancienne, mais dans laquelle donc, nous sommes là. Et c'est intéressant de savoir ça, dans une zone non inondable pour l'abbaye. Et vous pouvez voir ici ces petits triangles noirs, là, au-dessus c'est du terrain remanié, donc c'est normal. Ce sont des silex mésolithiques. Le mésolithique, ça date de 8000 ans. Donc ça veut dire que il y avait déjà des populations qui existaient là-bas il y a 8000 ans. Je ne sais pas quelle était sa densité. C'est intéressant de voir, mais de dire aussi que nous sommes sur une zone non inondable à une hauteur de 10 mètres, que l'abbaye se trouve à 10 mètres au-dessus. Et voilà, maintenant, nous avons tous les éléments pour comprendre le site de Stavelot. Vous avez d'abord ici, je vous montre l'emblème, ici. Vous avez sur le versant sud exposé au soleil, en pente régulière, sur le Poudac de Malmedy. Au début de la plaine alluviale, on est déjà sur la roche dure, mais sur tout simplement quelques mètres. L'abbaye se trouve ici, l'abbaye se trouve sur la terrasse, sur un dépôt horizontal de l'emblème. À côté,
ce que vous avez là, c'est la basse-cour, donc c'est la ferme de l'abbaye. Donc, quand j'étais petit, j'allais chercher mon lait ici, là-bas, juste au coin dans la ferme. Ça existait toujours maintenant, c'était tout à fait changé. Mais ce que vous aviez ici autour, vous aviez là des vergers, vous aviez là des pâtures, vous avez là toute une série de jardins, des petits jardins qui appartenaient à l'abbaye, et même des jardins de plantes médicinales. Donc là, vous vivez de tout ça. Vous pouvez voir aussi la ville de Stavelot, aussi la place Saint-Remac, l'ancienne place du marché, qui est en pente douce, et tout ça est en gradin. L'abbaye est un peu plus haut, l'abbatiale est un peu plus haut que l'abbaye, puisqu'on se retrouve en haut, et puis ça continue à monter chaque fois, et toutes les rues principales à l'époque étaient parallèles aux courbes de niveau, comme les rideaux d'ailleurs étaient parallèles aux courbes de niveau. Et voici la ville de Stavelot avec les, la base chemin-rue, la haute chemin-rue, des rues qui sont horizontales par rapport à. Et vous voyez que la ville était fort densifiée sur le versant sud, bien exposé au soleil, avec tout autour toute une série de jardins. Donc les gens avaient, j'ai encore connu ça quand j'étais petit, j'habitais ici, et on allait au jardin chercher les légumes ou bien les pommes dans le jardin. C'était l'habitude pour tous les Stavelotais d'avoir son jardin à l'extérieur. Ça a duré longtemps. Voilà. Voilà comment. Mais alors ici, je vous montre aussi quelque chose d'autre. C'est l'emblème. L'emblème, oui, elle se dédouble là, ici. Elle longe le versant. Eh bien, ce dédoublement, c'est artificiel. Ce sont les moines, enfin les moines, sous les moines, ce sont il faut dire que les bénédictins, ce sont des moines bâtisseurs. Ce sont des moines bâtisseurs. Ils ont créé, ici, ils ont détourné l'emblème pour arriver, pour créer un biais. Pourquoi faire biais, puis alors que ça arrive jusque-là, ça écoule après dans l'emblème, à peu près plus d'un kilomètre, plus d'un kilomètre 200, je crois. Et ce biais-là va servir à quoi? Voilà une vue du milieu du XVIIIe siècle, avant donc, la carte de Flavis. Vous voyez ici la basse-cour, vous voyez le bord de l'abbaye, et là vous voyez l'eau qui va activer les 4 moulins à aube pour moudre le grain. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant, puis ça repart vers l'emblème. Et puis alors ici, il y a aussi un détournement, après cela, un peu en contrebas, avant d'arriver à l'emblème, proprement dit. Vous avez deux moulins parallèles avec aussi des roues à aube, et là, qui activent une scierie. Donc, ils ont maîtrisé l'énergie hydraulique pour moudre le grain et pour créer une scierie. Ça, c'est quelque chose d'assez ingénieux. Et alors, pour la petite histoire, en 1903, des ingénieurs belges ont utilisé ce biais-là au moulin actuel pour créer une usine électrique de basse chute pour alimenter la ville de Stavelot. De 1903 à 1967, nous avons été l'électricité, c'est un courant continu qu'on recevait. Puis alors après, à la fin, on est passé au courant alternatif. On était relié au réseau belge, etc. Mais on était en autonomie finalement. Voilà donc les moines avaient la maîtrise de l'eau. Autre chose, à côté de l'abbaye, vous voyez qu'il y a un grand étang là-bas. Nous sommes dans la plaine alluviale. Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous pouvez voir qu'il y a des maisons uniquement sur le côté sur le versant exposé au sud, et de l'autre côté, une arrière. Sauf, regardez cet endroit-ci, eh bien, c'est une léproserie. On mettait la léproserie de l'autre côté de l'eau pour ne pas rattraper la lèvre et tout ça. Donc, c'était une façon de ménager le territoire aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un barrage pour créer ici un grand étang. C'était un étang qui leur permettait d'avoir du poisson pour manger le vendredi, vivant les traditions catholiques.
Voilà, ne venez pas de Zébru. Voilà, donc c'était déjà une façon intéressante de noter. On peut voir que voilà encore une vue de l'étang, là, à la fin du XVIIe. Et voilà actuellement, il ne reste plus le site des étangs qui couvre ceci. Un étang est encore bien actif aujourd'hui, il y a quelques cours de pêche là pour le moment. L'autre étang est envahi par la végétation et là, c'est une réserve naturelle. Là, on voit divers types de canards, etc. C'est intéressant à noter. Vous trouvez aussi le biais qui existe toujours, qui alimente encore une centrale, je crois. Puis alors ici, vous avez l'emblème normal. Voilà. Et vous pouvez voir ici le reste de l'abbatiale. Mais aussi, cette maîtrise de l'eau, on va la retrouver autrement. Ils ont essayé d'amener de l'eau courante à Stavelot même. Vous pouvez voir cette fontaine-là, la fontaine au milieu de Stavelot, mais par contre, elle est construite en calcaire, en calcaire gris, avec ce calcaire, c'est une pierre noble là-bas qui a été importée, que Sigebert III avait donné dans son territoire, également une zone calcaire à Lognes, dans le territoire de la principauté, du calcaire à des zones calcaires à Comblain, à Lognes, à Louvnier, Sprimont, tout ça appartenait à la principauté de Stavelot. Et ce calcaire-là était venu ici, mais il fallait le transporter jusque-là. Mais par contre, l'eau qu'il captait est une eau très acide. Et vous pouvez voir lorsque l'évacuation de la fontaine se faisait mal à cause de feu ou quoi, l'eau débordait. Et qu'est-ce qu'elle faisait? L'eau acide a essayé à éroder carrément, à corroder le calcaire qui se trouve là. Et vous avez ici des microlapiers, vraiment en dents de scie, qui étaient liés à l'érosion de l'eau qui débordait. Cela en 250 ans, mais pas tous les jours, c'est quand l'eau débordait. Donc c'est quelque chose, une érosion assez rapide, vous pouvez le voir dans cette petite ravine. Encore un mot ici sur le Perron, ici vous le voyez bien, toujours sur la place en porte avec les galets tout autour. Et vous pouvez voir que le Perron, alors qu'à Liège, il est soutenu par 4 lions, ici, il est soutenu par 4 loups, d'où les bêtes féroces dont on parlait auparavant. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant à noter, il y a ici un mot qui était fluvius pacis, fleuve de paix, qui était mis là-dessus, mais sur l'autre face là, vous avez un chronogramme. Qu'est-ce que c'est qu'un chronogramme? C'est une phrase et tous les mots, I, C, L ou quoi, ce sont des lettres romaines, des chiffres romains. Je me rappelle quand j'étais à l'école moyenne de l'Athénée, la première année en mathématiques, on apprenait aussi les chiffres romains et on allait là, on devait retrouver l'âge de La Fontaine. C'est un des premiers exercices ici et qui date donc de 1769. Et voilà ce qui était inscrit dessus. Je ne vais pas vous le dire en latin. Sous le règne du prince Jacques de Hubert, sous le règne du prince Jacques, des fleuves de paix nous baignent. La fontaine s'élève et arrose ces lieux de ses eaux pleines. Voilà, un beau poème là-bas. Mais donc c'est un prince prince évêque qui voulait la paix aussi, donc qui voulait la paix et qui était un prince éclairé. Et toujours un peu après, voici la vue d'une gravure de cette place, de cette plaine, et un touriste qui arrivait, il a laissé des écrits. La place de ce tableau est en pente. Ouais, voilà, diamorphologie. Écrivait-il en 1784. Au milieu est une fontaine qui a 4 robinets. En descendant vers l'abbaye est encore une fontaine à 2 robinets. Voilà.
vous pouvez voir que les gens viennent s'abreuver, viennent chercher de l'eau, etc. Voilà. Et il terminait aussi en disant, vous voyez qu'on ne craint pas de mourir de soif à ce tableau. Ça continue au jour du détail. Voilà, et vous pouvez voir que la place telle qu'elle était, même, à part la maison du centre qui était construite peut-être au XIXe siècle, tout ça est toujours en l'état. Cette place-ci est vraiment conservée telle qu'elle. C'est ça qui est remarquable. C'est une des places les plus remarquables de l'ancien régime, toujours telle qu'elle, et qui est classée également. Voilà. Et alors là, après la guerre, après la Révolution française, ça a été racheté par les biens nationaux, etc. C'était vendu à deux bourgeois. Ils sont répartis les territoires de l'abbaye. Mais dans ce plan-là qui était dressé en 1806, pour la répartition des biens, il y a un réservoir ici qui se trouvait en contrôle. Donc le nord doit se trouver ici. Et vous pouvez voir qu'il y avait une conduite d'eau qui provenait donc dessus de ce tableau, donc de l'eau assise, qui arrivait dans le bâtiment, dans le dortoir des moines. Par contre, une autre, ici, arrivait, ici, ça c'est la cour civile du prince, et ça c'est la cour religieuse avec le choir. Donc dans cette cour-là, sur le bord, on voit toujours ces bâtiments-là, n'ont pas été détruits ceux-là. On voit, qu'est-ce qu'on peut voir? Écurie, boulangerie et brasserie. Donc ils faisaient aussi de la bière. Alors vous me direz, Elvin, comment font-ils pour un messe? Ben, Sigebert avait pensé aussi à ça. Il avait pensé aux pierres autour de ce tableau pour la construction, mais il avait pensé au vin. Il avait donné l'octroi, la possibilité d'un domaine viticole avec un viticulteur qui, pendant tout l'Ancien Régime, apportait du vin de la Moselle, la Moselle allemande. Donc, ce vin-là existe toujours, un bon vin blanc. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'ils avaient tout. Ils avaient même des comptoirs le long de la Loire pour avoir des rentrées, des péages. Tout ça octroyé par Sigebert III. Donc voilà. Voilà ici. Maintenant, j'arrive à Caux. Je ne suis pas sûr que Caux soit classé. S'il n'est pas, peut-être qu'il le sera bientôt. Je vérifie. J'ai un doute là-dessus. Vous voyez deux cascades. Si je vais dans l'image suivante, vous pouvez voir ici, sur la carte de Ferraris, on voit très bien, on voit les vallées étroites qui se trouvent à l'aval de ce tableau. On voit que le méandre de Caux est là, le méandre de Caux, là, en principe, avec l'érosion ici et l'érosion concave de part et d'autre, il aurait dû se recouper naturellement dans quelques centaines d'années. Mais les moines sont passés par là. Regardez ici, au pied de la cascade, qu'est-ce qu'on voit? Un moulin. Là, vous avez 12 mètres, 12, 14 mètres, je peux dire, de dénivellation. Et ils ont créé d'abord la petite cascade. Il y a la grande cascade et la petite à côté. Ils n'ont pas utilisé, ils ont fait une brèche pour permettre à une chute d'eau pour alimenter le moulin qui se trouvait en dessous. Mais un peu après, comme on peut voir ici, il y a un petit village qui se trouvait dans la plaine alluviale, c'est le Petit Caux. Alors au-dessus, ces grands cours sur le sommet ne sont pas inondés, mais de temps en temps, ils étaient inondés. Et là, les moines, pour empêcher ce risque d'inondation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé la grande cascade de Caux, celle que vous connaissez tous, que vous avez sans doute visitée. Donc, ce sont deux cascades artificielles, une qui était causée, mais ils ont peut-être fait un trou trop large, qui a causé la petite cascade qui alimentait le moulin, et l'autre, c'était essentiellement pour empêcher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voici une carte de Van der Malen où vous pouvez voir les vallées étroites, tout ça, Ardennaise. Hein? Et aujourd'hui, tout passe par la cascade, si ce n'est que le grand méandre était occupé par un lac.
Et pourquoi un lac? Tout simplement parce qu'au-dessus du lac, sur les hauteurs, vers 500 mètres, on a créé 2 bassins. Et donc, l'eau de ce bassin-là, quand il y a trop d'électricité qui ne sert à rien pendant la nuit, on pompe l'eau pour alimenter les bassins. Et quand on a besoin le matin ou bien le soir, quand on a beaucoup plus besoin d'électricité, on redescend, donc on amène, donc tout ça est intégré dans le réseau électrique. Donc cette énergie qui sert à alimenter le moulin, donc l'idée est revenue maintenant pour alimenter toute la Belgique ici aussi. Donc c'est permanent. Un petit détail ici que je voulais vous montrer. Alors maintenant, j'en arrive vers la fin, encore quelques minutes. Hein. Voici l'écusson de Stavelot. Vous voyez, c'est un remac. Donc ça, c'est qui, avec en dessous, un loup batté. Vous voyez ici, là, vraiment, j'aime mieux l'autre sigle de 1642 qui se trouve dans un territoire d'habit de Stavelot, mais à l'église de Louvnier. Je me suis marié, d'ailleurs, il y a 55 ans. Et alors, qu'est-ce que l'on voit? Un loup batté avec le symbole de l'épée et le symbole de la crosse. Donc voilà. Alors pourquoi un loup? Alors là, il y a une légende qui raconte ça. Saint-Remac avait difficulté à aller chercher les pierres. Là-bas, il n'avait pas cette pierre calcaire, cette pierre noble pour construire l'abbaye. Alors il fallait les transporter à Dodane, pour charrette, tout ça, mais les routes là-bas n'étaient pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il avait son nom. Mais le diable, la légende qui dit ça, n'était pas très content de voir Remarque en train d'évangéliser les Stavelotains, les païens Stavelotains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est transformé en loup. Et alors, il a tué l'âne. Saint Remarque, avec son crucifix, il a dit loup à l'étable. Ce qui se dit, on le stave-le, on le stave-le. Et ce serait l'origine du mot, le terme loup viendrait de loup. C'est une légende, si non est vero ben trovato. Voilà, c'est ça que je voulais signaler. Donc, mais c'est plus qu'une légende, ça montre ici la difficulté de traverser, de sortir de ce tableau avec les loups, ces bêtes féroces, qui, qui empêchaient la circulation, mais aussi la difficulté d'avoir de bonnes pierres pour construire l'abbaye qui devait être. L'abbaye, elle a subi beaucoup de vicissitudes. Voilà, quand vous arriviez à ce tableau, vous voyez cette tour énorme qui avait plus de 120 mètres de haut. Mais malheureusement, à la Révolution française, un peu après la bataille de Sprimont, qui en parenthèse, on la retrouve, la bataille de Sprimont, dans l'Arc de Triomphe à Paris. Donc c'est une bataille qui témoigne de la fin de l'Ancien Régime. Là, les révolutionnaires français sont arrivés avec des locaux, naturellement, et ont détruit, ont occupé tout ça. Tout ça a été, tous les biens de l'abbaye, tous les bâtiments sont devenus des biens nationaux, et après ils ont été vendus. Ils ont été vendus à deux bourgeois de Stavelot, et ils ont détruit toute l'abbaye, euh, et surtout la tour. Donc c'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé à Liège. On a détruit la cathédrale Saint-Lambert, qui était le symbole du pouvoir. La même chose à Stavelot, on a détruit ça. Mais on n'a pas détruit toute la tour. Pourquoi que s'est-il passé? En détruisant la tour, il y a eu chute ou quoi, quatre ouvriers sont tombés, sont morts, et il y a eu plusieurs blessés. Alors là, c'est dit, il y a une malédiction. Plus personne n'a jamais voulu aller travailler pour détruire ça. Il dit, c'est parce qu'on a chassé les moines que ça se passe. Enfin, toutes les malédictions qu'on a fait, donc on a arrêté ça. Mais en attendant, le reste a été tout à fait détruit dans l'abbaye. Ces deux bourgeois de Stavelot qui ont fait une carrière, ils ont vendu les marbres, ils ont vendu les pavés, ils ont vendu tout ce qu'il y avait, les métaux, etc. Mais par contre, tout ce qui était euh, calcaire, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont brûlé. Ils ont pour en faire de l'argent. Donc, quelle triste histoire
pour ces pierres si précieuses en faire de la chaux. Voilà un peu l'histoire de l'abbaye. Mais avant de clôturer, il y avait peut-être aussi quelque chose d'important. Sigebert avait peut-être pensé à une autre source dont on ne parle jamais. À l'époque gauloise, etc., à quelques kilomètres à l'amont de Stavelot, il y avait des mines d'or. Il y avait de l'exploitation d'or à Amblève, à Recques, à Hamel, etc. Et on l'a découvert ainsi un peu par hasard. C'est un ingénieur allemand qui se promenait du temps de la Prusse. Il a vu des buttes d'orpaillage, ce qui ressemble à des buttes d'orpaillage. Il avait voyagé un peu partout dans le monde. Il a essayé d'orpailler, il a retrouvé des paillettes d'or. Et tout était, il y avait des concessions. Et même les gens de Stavelot, de toute la région, tous les paysans, abandonnaient vos vaches sont couvées pour aller orpailler. On disait même, il y avait même comment, une parole qui disait arrête, tu as de l'or à nos quatre. C'était ce qu'il disait. Donc, mais alors, ça n'a pas duré longtemps, ce n'était pas suffisant. Un de mes étudiants a fait la cartographie de toutes ces buttes d'orpaillage et tout ça. Et c'était vraiment étonnant, comme on voit encore ça dans le paysage. Je ne sais pas si c'est sur le territoire wallon, mais peut-être déjà dans le territoire germanophone qui dépend d'une autre juridiction. Et c'est vraiment intéressant de voir encore ces buttes-là d'orpaillage. J'ai d'ailleurs été orpaillé là-bas avec mon fils et l'étudiant. J'ai retrouvé quelques petites paillettes à chaque bâtée, mais des paillettes millimétriques. Je les ai mis sur un beau plateau en inoxydable pour que ça ressemble bien. Et ma femme qui était assez... Elle voit ça qui traîne, elle l'a mis dans la vaisselle. C'est sur ces paroles-là que je vous remercie pour votre attention. J'espère